l'ouverture de ce conseil municipal, je voudrais vous demander qu'on se recueille par une minute de silence pour Philippe Sif, qui a été pendant longtemps un serviteur de la commune, adjoint et serviteur également frontalier pour la Compagnie Générale des Eaux, qui est parti alors qu'on avait juste obtenu une place à l'EHPAD et malheureux n'en a pas profité. Et donc de transmettre à Anne ici pour toute notre amitié comme on l'a fait lors de ses obsèques. J'étais absent, mais Michel m'a représenté. Donc je vous demande de bien vouloir respecter sur le compte rendu du Conseil du 27/2. Il n'y en a pas, qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie à l'unanimité. Deuxième délibération, la première délibération du conseiller Thierry Niel, tu as la parole. Alors, question de quoi? Précision accomplie par le maire là-bas. Ok. Donc, à moi l'honneur et le privilège d'ouvrir ce conseil municipal. Donc, dans la délibération première, intitulée Demande de subvention pour la programmation culturelle 2023 dans l'auditorium Joseph Rébaud du foyer rural. Le service culturel de la commune propose pour 2023 une programmation variée afin de satisfaire un large public. Concerts de musique, moderne, rock, jazz, varié, spectacle de théâtre. Le budget prévisionnel de l'action est de 35 000 €. Considérant que le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, région sud, et que le Conseil départemental des Alpes-Maritimes sont, je dis bien, susceptibles d'apporter une aide financière à la commune pour l'organisation de ce programme culturel, il vous est donc proposé d'acter la programmation culturelle de 2023 dans l'auditorium Joseph Rébaud pour un budget prévisionnel de 35 000 € et de solliciter le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur région sud et le Conseil départemental des Alpes-Maritimes pour l'obtention des subventions conformément au budget prévisionnel joint que je vais vous commenter et de prévoir les sommes nécessaires au budget de la commune pour l'exercice 2023. Donc vous a été joint donc à cette délibération le budget prévisionnel 2023 que je vais vous commenter. Donc, dans la rubrique charge, achat, ce que vous voyez en gras correspond à l'addition des prestations qui sont actées dessous, à savoir donc prestations de service 15 700 €, ce qui correspond en fin de compte aux 7 spectacles que nous avons programmés. Donc, c'est la somme totale du coût de ces spectacles. Sachant que pour le petit commentaire, nous avons pris en considération la situation aujourd'hui particulière et économique et aussi la programmation diverses et variées qui était offerte en termes de manifestations et autres. Et par rapport à l'année 2022, où nous avions proposé 9 spectacles, pour cette année 2023, afin de laisser de la place et de permettre en fin de compte au public de venir plus nombreux, de proposer que 7 spectacles, donc pour un montant de 15 700 €. Ce que vous voyez dessous, la somme de 9 300 € correspond en fin de compte à une somme prévisionnelle qui correspond à la volonté qui est la nôtre, c'est de façon régulière sur les années, de pouvoir enrichir en matériel notre auditorium pour offrir la meilleure qualité possible, c'est-à-dire que ce sont régulièrement l'achat d'accessoires, de lumières supplémentaires, de décors et autres. Donc là, c'est une prévision de 9 900 €. Et bien sûr, pour avoir une marge de manœuvre, on a prévu donc un volume de 1 000 € pour d'autres fournitures qui s'avèrent quelquefois nécessaires. Et généralement, c'est toujours dans l'urgence qu'on a besoin, en fin de compte, de pouvoir faire ces acquisitions.
Donc ça c'est du prévisionnel, hein. Il n'est pas non plus acté que toutes ces valeurs actées seront utilisées. En service extérieur, donc un budget prévisionnel concernant la publicité et la publication. Donc déjà en termes de publication, ça a été donc l'édition du programme que vous avez tous reçu et qui est à la disposition du public. Et bien sûr d'autres, c'est-à-dire qu'en matière de communication, éventuellement, si nous avions l'intention d'acheter de l'insertion publicitaire dans diverses publications. Donc le tout faisant 35 000 €. Donc ça, ce sont les charges. Et en matière de produits, donc ce qui est en gras correspond en fin de compte à 10 500 € à ce que nous avons estimé en termes de recettes, c'est-à-dire essentiellement la billetterie, c'est-à-dire que les billets vendus, et bien sûr le bénéfice que l'on peut faire éventuellement sur la buvette qui est ouverte pour les différents spectacles. Donc on anticipe, et c'est l'objet de la demande de subvention. Donc on a sollicité la région à la hauteur de 5 000 €, le département à hauteur de 5 000 €. Le département, l'année dernière, nous avait suivi à hauteur de 2 000 € pour la première demande que nous avions faite, en espérant que cette année, donc, le département, et j'en suis convaincu, est lui-même convaincu de la pertinence, en fin de compte, de l'action culturelle que nous proposons. Ce qui fait qu'en fin de compte, la commune participerait à hauteur de 14 000 €, mais bien évidemment, si l'on soustrait les recettes que l'on estime pouvoir faire rentrer, la participation de la commune serait beaucoup atténuée par le produit de ces recettes. Ce qui fait qu'en fin de compte, on équilibre par rapport à ce budget prévisionnel, charge 35 000 € et recettes 35 000 €, le cas échéant, où les subventions nous seraient données. Je ne crois pas beaucoup que la région nous suive, mais bon, l'espoir fait vivre, pourquoi pas. Ouais, je pense qu'on a un espoir. Donc, qui sait jamais. Bon, sachez que là, l'effort qui a été fait en termes de prestations correspond en fin de compte à une réduction des coûts d'achat de spectacles de moins 30%, et ce qui aurait pour effet en fin de compte d'atténuer le coût à charge de la commune d'à peu près 40% par rapport à l'année 2022. Voilà, si vous avez des questions, je pense avoir été clair. Pas de questions. Merci, merci. Ce que je veux dire, c'est que l'effort de la commune, hormis le Covid qui nous a fait prendre du retard et autres, c'était donné comme objectif de voir au bout de 3 années de faire un bilan, de savoir où était l'équilibre en fonction des spectacles que l'on retient, des recettes et du fonctionnement, ce qu'on effectuera en 2023-2024. En tout cas, il y a une programmation aujourd'hui du foyer rural, que ce soit dans ces 7 spectacles, dans les spectacles que voit Julienne Ghislaine, dans les spectacles qui sont programmés, notamment le Printemps des seniors, par exemple, j'ai pu penser vendredi après-midi, qui est fourni par le département, spectacle de très haute qualité, mais il a été fourni à l'heure parce qu'il y avait le foyer rural. Il y a d'autres communes qui sont éligibles parfois, mais là nous avons été retenus en partie grâce au travail qui est fait, à la notoriété qu'acquiert le foyer rural pour cette partie-là. Mais également, je dois dire, on est très sollicité et on commence à mettre le frein, puisque aujourd'hui il faut qu'on réduise de façon drastique les temps passés, et on cherche à former différemment les temps passés par Manu Maïcon, qui est adorable et qui fait un travail remarquable, et je tiens à le dire ici publiquement. Nous sommes très sollicités. La première réunion publique pour le plan alimentaire métropolitain se tiendra à Levins dans quelques jours, un après-midi. Le préfet nous a demandé d'accueillir un gros séminaire sur
le loup. L'OFP vient régulièrement à la demande de Jean-Claude Guérand qui suit ça de près et sont ravis d'être dans le foyer rural, et ainsi de suite. Donc on est en train d'avoir un peu le retour. Quand on l'a fait, d'aucuns se posaient les mêmes questions que sur le parking ou sur d'autres choses. Et aujourd'hui, on a un retour sur investissement qui est très important et qui fonctionne bien. Et on veille à ce que la qualité soit là, ce qui se fait à travers le CCAS, ma chère Ghislaine, sur les cours de cuisine, en mélangeant tout le monde et les âges, sont un vrai succès. Et les différentes opérations autour de la bibliothèque, autour d'événements, eh bien, sont un succès parce qu'il y a le foyer rural. Donc on est à le préciser. Voilà, merci. Est-ce que dans les comptes d'auditorium, il y a le spectacle du groupe aussi dedans? Non, c'est ce spectacle. Le dossier de demande de subvention a été déposé avec la programmation dont nous avions connaissance. C'est des choses qu'il faudra qu'on s'occupe. Voilà. Michel posait la question là sur la rubrique partenaires 500 €. Alors les partenaires, les 500 €, déjà un partenaire a répondu à notre attente. Sachez que le dernier spectacle de Laurent Blanca a baissé son cachet de 500 €. D'accord. Voilà. Pour nous remercier de son accueil et de l'accueil que nous lui avons offert. Oui, Thierry, juste une petite question sur la publicité. Donc après avoir réglé les différentes affiches, affichettes et moyens de communication, qu'est-ce qui reste pour, surtout est-ce que ça permet éventuellement de faire une action un peu importante, je sais pas, des succès ou autre? Tout à fait. Comme je disais tout à l'heure, je précisais que, en fin de compte, dans la demande de subvention sur un budget primitif, on estime en fin de compte des dépenses. Et je précisais qu'il n'est pas une science absolue que l'on utilise en fin de compte tous ces budgets. Voilà. Ce qui vraisemblablement en termes de publicité et de publication sera le cas, puisque bon, au jour d'aujourd'hui, en fin de compte, le seul coût de publication que l'on supporte, ça a été le coût de publication de cette plaquette qui, je de mémoire, est à hauteur de 3 000 €. Largement diffusé. Voilà, et largement diffusé, puisqu'on a fait un tirage raisonné à 2500 exemplaires pour le distribuer prioritairement, en fin de compte, au Levançois, ce qui a été fait par Public Postage. C'est ça. Voilà. Donc aujourd'hui on en est là, mais rien ne dit qu'en fin de compte, par rapport aux subventions qu'on peut avoir, si on a un peu d'avance, d'anticiper sur une publication payante, parce que vous savez tous qu'en fin de compte, aujourd'hui, un encart dans Nice Matin, dans les diverses publications, certains nous disent pourquoi ça paraît pas, parce que ça a un coût. Et quelquefois, le coût est disproportionné par rapport, en fin de compte, à la prestation que l'on va offrir. Aujourd'hui, il vaut mieux mettre de l'argent sur les réseaux sociaux. Michel peut vous donner les chiffres. On a fait une consultation de tous les médias sur lesquels on aurait voulu paraître et on n'a jamais dépassé le demi-A4, mais plutôt, je ne sais plus comment ça s'appelle, au quart de A4 et les coûts sont très auditifs. Voilà. Après, sur le service extérieur, puisque vous avez vu, il y a une somme de 2 000 €, je le disais tout à l'heure, selon les spectacles, et notamment lors de gros spectacles, et c'est ce qui a été le cas pour Starmania, qui était un gros plateau et autres, quelquefois il est nécessaire en fin de compte d'apporter une technique supplémentaire, même voire en fin de compte la prestation d'un ingénieur son ou lumière supplémentaire à quelqu'un qui vienne suppléer en fin de compte Manu. Voilà, donc c'est en fin de compte cette somme qui est inscrite et qui nous permet en fin de compte de pouvoir répondre à l'attente pour pouvoir offrir une prestation de qualité. Voilà. Les passages en BFM, spectacle, c'est très cher. On a travaillé avec. On a regardé les médias.
Ouais, il faut être sûr. Et d'ailleurs, Rien n'est gratuit. j'ai fait une Non, mais les intervention au réseaux dernier sociaux, c'est comité bien. du tourisme. Alors aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est là où il y a le gros retour. Oui, oui. L'éducation payante, Bien sûr. c'est 50 euros, ils garantissent plus de 1 000 personnes. Sur Perna, le carton avec les réseaux sociaux. Et j'ai fait une intervention pour que le fil métropolitain, justement, cadre les voies, essaie d'ordonner un peu les programmes et nous aide sur ces communications particulières. Ce qui a été fait Ça a été reconnu. depuis le début de l'année, sur l'espace métropolitain, on trouve en fin de compte les programmations et particulièrement les programmations. C'est en train d'être ordonné et de remis. Il y a une mission qui a été confiée à un bureau d'études. Ok, tu peux voter. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie et vous invite à tous ces spectacles. Merci. Ce serait bien qu'on voit au spectacle. Comment? Non, ça serait bien qu'on voit tous au spectacle aussi. Chacun fait son choix. Moi aussi, quand je suis à l'enterrement, j'aimerais bien tous vous voir aussi à mes côtés aux enterrements. Donc, chacun réagit. Voilà. Non, mais c'est clair. Dans la mesure des possibilités, il faut suivre les Bien. Notre délibération concerne la sortie du siphon de la de Campierre, la reprise des compétences par le siphon. Ça fait pas encore des définitivement, effectivement, et notamment les compétences dans la formation, la petite enfance, l'animation jeunesse. C'était une volonté, une demande un peu larvée dans le programme politique de Polski, mais qu'il a fait valoir immédiatement et dès le changement de son directeur général qui tient beaucoup. Donc nous avons donné une suite favorable en demandant qu'il y ait un calendrier précis, parce qu'on peut être dehors et dedans en permanence, ce que Polski a accepté, la commune de la Trinité a délibéré, le conseil du CIVOM s'est réuni et a mis un certain nombre de clauses, notamment de ne pas s'éterniser, de regarder comment on allait faire, de nous aider parce que la grosse problématique que l'on avait, c'est que les contrats de CAF sont réalisés. Et que donc la sortie, la Trinité est un gros contributeur, c'est une grosse population, et on ne voulait pas que ça remette en cause et qu'on rediscute les financements. Donc on a trouvé un accord globalisé auprès de la CAF, parce qu'aujourd'hui, si on représentait un dossier, on est sûr de perdre des primes, puisque les dossiers sont nettement moins favorables et de financement prévu. Donc ça nous a permis de maintenir la totalité et ensuite on fait la répartition avec la Trinité. Voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous demande donc d'accepter cette sortie du siphon de banquière entériné. Toutes les communes membres doivent l'entériner. Donc, profit des oppositions, des abstentions, merci à l'unanimité. Et puis, donc, on arrive au sujet principal de la soirée, c'est-à-dire le débat d'orientation budgétaire pour l'année 2023, qui commence par un petit tour d'horizon des perspectives économiques. Mais avant cela, je voudrais vraiment remercier Valérie et qu'elle remercie toutes les équipes de la commission qui ont travaillé avec nous sur le sujet, parce que nous avions plusieurs difficultés cette année. Difficultés de temps avec des absences, le départ dans plusieurs services de personnel, et puis surtout, et je veux y rendre hommage ce soir de façon publique, et j'espère que vous me suivrez sur ce sujet, c'est Laurence qui s'en va le 2, mais qui a fait un travail énorme sur cette programmation, cette rotation, mais en même temps a permis de passer de la M14 à la M57, et en même temps a formé sa remplaçante sur cette épreuve importante du DOM, mais également du budget qu'on est en train de finaliser pour la réunion du 11, je crois, pour le vote du budget. Et puis bien sûr,
des remerciements très importants à Valérie, parce qu'entre la formation, le départ de Lolo qui est allé faire quelques journées, Marie qu'on est en train de former sur d'autres orientations, eh bien elle a été la cheville ouvrière et tous les matins au café, mais souvent pour la matinée, on a fait le point pour établir de façon la plus prospective possible et la plus juste possible, ce dont je ne doute pas, ce programme. Et donc, en mon nom et en votre nom à tous, merci Valérie et merci à tous les services. Oui, on peut l'applaudir. Particulièrement cette année, je vous dis, entre la formation à M57, les absences, il faut le savoir, parfois Valérie va venir, parfois on est obligé de supporter Johan, Nicolas, une partie des contrôles de travaux et autres. Ça a été difficile. Donc voilà, je tenais à le dire avant de commencer cet exposé avec quelques chiffres intéressants. La Banque de France annonce 0,3%. Hier soir, le maire disait mais non, on sera nettement au-dessus. Ce qui est contredit dans l'ensemble des organismes de notation, on est plutôt à 1%, au 2,6%, et puis on était à 2%, et on pense qu'on sera à 1%. Au niveau de l'emploi, l'objectif plein emploi du quinquennat, même si effectivement il y a une perte, une baisse du chômage, ce qu'on entend de partout et nous-mêmes, les difficultés de les difficultés de passer sur la 200 000, le nombre de chercheurs recrutés, mais on considère aujourd'hui, et ce n'est pas nous qui le disons, c'est le Bureau international du travail, que fin 2023, eux ils disent 7,7, nous on dit 8,3, et que pour 2024-2025, on serait aux alentours encore des 8, donc de façon stable et pas de baisse supplémentaire. Le taux d'inflation à fin décembre constaté était de 5,9% et les prévisions d'inflation devraient connaître un pic là, maintenant, qui est prévu sur ce premier semestre, puis annoncé de redescendre à 4% sur le deuxième semestre, ce dont je doute, mais il n'y a que moi qui doute, parce que si vous regardez l'image perspective, le CAC 40, il est en progression à 7000 points et il faiblit très peu malgré la crise, malgré le souci. Donc voilà, je pense que... Oui, parce qu'on peut débattre. Oui, bien sûr. Ouais, parce que déjà sur ce chiffre, en février, l'inflation est à 6,3. Alors, donc, ça paraît peut-être insignifiant, 5,9, 6,3. Oui. 5,9, c'était fin décembre. Fin décembre, mais aujourd'hui, on est à 6,3. Et les chiffres qui vous sont donnés là sont les chiffres qu'on récupère sur les services du ministère de l'Intérieur. Non, mais c'est ce qu'on vient de commenter. Oui, bien sûr. Le fait qu'aujourd'hui, par rapport à ces analyses, donc comme tu le disais, là il y a une tension entre les estimations de Banque de France et le gouvernement. Il est évident que le gouvernement se réjouit et est toujours plus optimiste. Donc là-dessus, c'est vrai que c'est quand même intéressant et c'est bien que ce soit noté quoi. Et que ça attire notre attention. Tout à fait. Ça l'a attiré tout le temps de la capitalisation et du regard ce qu'on a fait. Et quand on reprend le budget, on a un budget qui sera orienté vers les économies et de la capitalisation, ce qui n'a jamais été mon cas dans tous les excédents précédents. C'est pour ça que, bien sûr, c'est pour cette raison que je dis que c'est intéressant d'avoir ce genre d'analyse qui, pour moi, je qualifierais d'analyse géopolitique interactive bipolaire. Parce que si on regarde bien, le gouvernement aujourd'hui, et ça c'est ce que le président de la République estime, finir un mandat en fin de compte au plein emploi, c'est-à-dire 5%, alors que là on voit qu'en fin de compte, il y a une progression qui est évaluée par le Bureau international du travail et qui nous mène à 8,2 en fin 2025.
Oui. Et sachant que le mandat de notre président s'interrompt en 2027, si on est à 8,2 en fin 2025, redescendre au plein emploi à 5% en 2 ans, ça me paraît Compliqué. On pourra peut-être à 5. J'ose espérer que ce soit le cas. Tout à fait. Mais bon, 5,6. restons raisonnables et Peut-être 5,6. Les deux seuls, peut-être, clignotants, personne n'a la réponse aujourd'hui. 5,25. C'est ce qui se passe en Ukraine, la crise énergétique et la flambée des matières premières, et notamment aussi la flambée des matières premières agricoles, c'est-à-dire qui pèsent lourd sur le budget des ménages. Enfin, la loi des finances qui s'engage avec la suppression de la CVAE, donc la TVA sur les entreprises, avec 2 dates et 2 parties. Une partie CVAE payée par les entreprises sera réduite de moitié en 2023, c'est l'engagement, et elle sera entièrement supprimée l'année suivante, dans le même principe que la taxe d'habitation, et elle sera compensée vers les collectivités confondues, et notamment les conseils départementaux. Elle sera allégée, cette fiscalisée des entreprises, ce qui est quand même un point positif, il faut le dire, de plus de 8 milliards d'euros. Et nous toucherons la recette commune, intercommunalité, compensée par une fraction de TVA. C'est là où on est un peu dans le flou, mais en tout cas, ça a fonctionné pour la TA. Et là, je pense que ça sera pratiqué de la sorte, sauf on a un doute, pas nous, collectivités municipales, mais les conseils départementaux sont inquiets sur le sujet. La loi des finances prévoit aussi l'extension, malheureusement on n'est pas touché, d'instaurer la majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Alors pour que ce soit bien clair, et notamment pour ceux qui nous regardent, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires n'est pas supprimée. Mais bon nombre de communes classées dans ces zones-là ont la possibilité, je crois qu'il y a 3000 communes, 3200 communes, ont la possibilité de revaloriser l'impôt sur la taxe d'habitation des résidences secondaires, allant de 20 à 60%. Et la ville de Nice y réfléchit pour aller très haut sur ce sujet-là. Nous ne sommes pas partis de cette liste. Une nouvelle liste est en cours d'installation aujourd'hui, de discussion avec le gouvernement. Elle a été reportée, déjà une première fois, elle vient d'être reportée à nouveau, et on a la certitude avec Valérie qu'on ne sera pas dans le train qui arrive. Donc on n'aura pas la possibilité. On a une possibilité d'augmenter la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, mais la condition est qu'il faut que l'on augmente d'autant la taxe foncière. Et ça, c'est quelque chose que je refuse. Il y en a marre de taper sur les propriétaires, de taper sur les gens qui ont souvent beaucoup économisé pour être propriétaires de leur résidence secondaire, de leur résidence principale. Et là, si on voulait augmenter en bord de la recette, ça représente des sommes d'argent conséquentes, eh bien, il faudrait qu'on augmente d'autant la taxe foncière pour les propriétaires. Donc, on n'ira pas, et je pense qu'on ne sera pas dans le prochain train, puisque, pour la parenthèse aussi, avec les résidences secondaires, il y a les vacants qui sont concernés de la même manière. est-ce qu'on y aurait vraiment intérêt? Oui, parce que d'abord, on a très peu de résidences secondaires, et que aujourd'hui, si vous me donnez des recettes importantes, si vous avez une source, je suis preneur. Non, oui, non, mais Voilà. Aujourd'hui, soit ça remet les résidences à la vente, ça redevient des résidences principales, soit ça remet du foncier, et c'est le cas dans toutes les communes qui ont appliqué une taxe importante. Là, on a mis 60% de plus. Hein. Et je peux vous dire que ça a remis du foncier sur le marché. Ça, c'est l'élément positif. Après, effectivement, on a des amis monégasques, par exemple, qui ont transformé leur résidence ici en résidence secondaire et qui sont inquiets, qui sont très attachés à Levens.
Parce que Moi, monsieur le maire, c'est aussi de l'hébergement touristique. À côté, effectivement, des quelques hébergements touristiques, il y a quand même des gens qui sont des logements soit de souche, qui ont déménagé parce qu'ils vont entre le Mince et Nice. Et donc augmenter en plus, c'est peut-être contre-productif. Chacun fera son choix. Nous avons. Non, mais donnez-moi des recettes. Non, C'était ils vont essayer d'avoir une vision. C'est aujourd'hui toutes les communes qui ont été dans les 3200 communes, y compris les grandes villes, ont augmenté. Oui, sur les grandes communes, avec les grandes et les petites, toutes les communes. Et justement, Mais c'est la mairie qui choisit, c'est comment ça se passe? Oui, c'est le conseil, municipal. Ah d'accord. Mais J'essaie de savoir Si on était concerné, on referait ce taux. On proposerait un taux qui va de vers à 60%, je crois. oui, Les communes ont mis 60%, donc le Nice envisage les 60%. Ça élimine les Airbnb, ça élimine un certain nombre de choses, effectivement. Nous, on en a Les familles, il faut qu'elles choisissent. Nous, on a- Soit elles cotisent et elles amènent leur argent à Nice, et ici, elles profitent, mais elles n'amènent pas d'argent, donc voilà. Nous, on en a 200 à peu près. De notre côté, ça fait débat, c'est vrai, parce que ça peut libérer des logements pour la location. L'objectif premier est celui-là. Pourquoi pas. Donc c'est pourquoi on n'est pas vraiment dans le premier un débat. Comment Un débat. Non, mais On c'est- n'est pas dans le Pardon Ah, c'est pas nous, c'est l'État qui détermine. Ah, c'est ça. Non, je n'ai pas de réponse, c'est Ce pour sont ça que les je zones pose la tendues, question. en fait. Tu as raison, Le secondaire, Pourquoi ça donne tendu? un Parce qu'il y cachet a un problème de touristique, logement. parce que c'est aussi un peu la vocation, parce qu'on retrouve en fin de compte pas mal, comme disait François, de familles de Monsois qui reviennent séjourner ici en... Très peu. On a regardé, donc c'est pas aussi nombreux, c'est pour ça qu'à Il y en a 200, l'origine, je crois, à peu près. j'avais dit non, on ne touche pas, c'est peanuts. Et puis quand on fait les multiplications et qu'on regarde, c'est loin d'être négligeable. Et je suis désolé, qu'est-ce que le choix quand il dit ça? Ben, ils payent les impôts à Nice, ils sont déjà chargés, et puis ici, ils veulent bien y revenir, mais sans payer d'impôts et en utilisant non, tous les services. ils payent les impôts comme tous les propriétaires. C'est pas la peine de leur demander. Et les taxes d'habitation qui sont maintenues, que les autres. et les taxes qui sont maintenues, Surtout que c'est les familles en J'ai pas de chapelle en... J'ai pas de chapelle, Oui, mais c'est pour... Non, mais on peut se poser la question. Hein. Mais aujourd'hui, d'abord, c'est à la marge. Et c'est des choix. Nous, on fait des choix et eux, il faut qu'ils fassent des choix à le moment venu. Hein. Donc, mais ce n'est pas d'actualité. Je pense que malheureusement pour nous, ça ne sera pas. Donc c'est pas à l'ordre du jour. Non, non, tout à fait. C'est pas l'ordre du C'est jour. pas d'actualité. Et ça ne le sera pas puisqu'ils ont décalé de 2 ans, je crois, la nouvelle liste. Ensuite, on a quand même quelques nouvelles pas inintéressantes venant enfin du gouvernement sur les DGF. 12 années de gel quand même. 12 années de gel où l'État ne nous a pas aidés. Là, il y a une enveloppe de 320 millions d'euros supplémentaires qui a été engagée par l'État sur ces dotations. La compensation des intercommunalités à fiscalité propre, malheureusement, elles seront rabotées. Et 95% des communes verront leur DGF augmenter ou stabiliser en 2023. C'est là où la fameuse liste est classée comme une riche ou pas riche, et c'est Bercy qui tranche et qui décide. Mais il y a une enveloppe de l'ordre de 200 millions qui est effectuée à la croissance de la dotation de solidarité, la DSR. 60% des communes bénéficieront de la part de péréquation, 90 millions d'euros, et qui seront mis à cette dotation de solidarité DSU, de dotation de solidarité urbaine. La totalité de cette enveloppe, si vous prenez, et notamment si on prend les chiffres réels de 6 et quelques, comme le disait Thierry, et non pas des 4-6, eh bien, les calculs que nous avons faits, ces augmentations que l'État nous a octroyées ne compensent pas l'inflation pointée d'ailleurs par l'association des maires. Ça, c'est une phrase que j'aime bien. Voilà. On a aussi plusieurs dispositions techniques importantes ciblées sur les communes bénéficient, communes de 10 000 habitants, des communes rurales les plus défavorisées. On ne sera pas dedans. Et On est placé comme commune rurale? non, Non, pas encore. pas encore. Parce que dès l'instant où on est, ça a été tout le débat, rappelez-vous, dans la sortie
du syndicat départemental de l'électricité, il a été possible parce que l'ensemble des communes, y compris Saint-Bernard-de-Sévage, a été considéré comme une communauté urbaine, comme une commune urbaine, ce qui est une vraie connerie. Mais c'était une nécessité pour faire passer un certain nombre de textes. Et d'ailleurs, toutes les grandes métropoles ont pratiqué de la même forme. Et on a des ambitions et on regarde, et dès qu'on aura fini le budget, c'est un des travaux qu'on va commencer à regarder, c'est de comment s'inscrire et essayer de récupérer un peu d'argent dans ce qu'on appelle le fonds vert, qui a été doté de 500 millions d'euros quand même, et qui devrait être embauché par l'Europe à nouveau. La partie un peu plus compliquée, qui est celle de la facture de l'électricité pour les collectivités territoriales, les fameux 180 € par mégawatt. La métropole avait fait un achat groupé sur 3 ans, avec un prix tarifé bloqué, qui ne nous permet pas d'être dans cette partie, puisqu'on sera dans le prix qui nous est proposé inférieur à ces 180 MW jusqu'à la fin de cette année, et nous sommes en train de négocier le prix. Enrepol travaille sur le prix futur de l'énergie. On est à combien au métropole? Je ne le sais pas, je crois qu'on est à 165 de mémoire. Mais je ne le garantis pas. Et 16 centimes, Sur les deux tableaux, 16 centimes le kilowattheure. 16 16 centimes le kilowattheure. Ouais, C'est moins cher qu'un particulier. Oui. Et ça, c'est parce qu'on a notifié sur 3 ans. Et coup de pro ou pas coup de pro, mais en tout cas, Estro a été bon, puisqu'ils avaient mené cette négociation en même temps que le renouvellement d'un contrat de concession à Enedis, qui avait été fait pour 3 ans de façon expérimentale, puisqu'Enedis avait répondu globalement. Donc ça, c'est vraiment un point, un apport important de la métropole, sans discussion. Voilà, si tu veux dire un mot sur ces tableaux pour démontrer qu'on se positionne bien et qu'on est plutôt sur des plus que des moins, les comparaisons des strates comparables de 2021-2022. Effectivement, dans ce tableau, donc, ce sont les principaux ratios qui sont issus. Le ratio population, Oui. il est en fonction des recensements. Il est en Non, fonction de c'est l'INSEE. notifié par l'INSEE. C'est C'est l'INSEE l'INSEE qui nous et on dit. reste Le 1er janvier, il nous calcule, bon, sauf après le recensement, on prend le chiffre du recensement, Donc mais là, ça ne correspond pas au recensement. Non. c'est réévalué parce qu'on n'a pas un recensement tous les ans. Et là, vous allez voir, cette année, on est Donc là, on est sur le Valérie en recensement. clair. Sur En clair. 2021. Il y a une estimation d'un sondage, d'une estimation de l'INSEE qui nous est communiquée, qui fixe le nombre d'habitants. Et ensuite, tous les 2 ou 3 ans, il y a 2 ans, c'est vrai aussi, jamais, tu as un recensement officiel. Un recadrage par rapport à des Pas recensements. un recensement officiel, c'est-à-dire là on va compter la totalité des gens et qui donne le chiffre qui nous sera appliqué cette année, vous le verrez dans les propositions de 2023, où on passe de 4700 et quelques, 4780, de 4107 en 2022, on passe à 5011. On passe à 5011. Ouais. Oui, donc ces ratios, le tableau, c'est celui qui est fourni habituellement. Donc vous avez effectivement l'évolution par rapport à l'année précédente pour ce qui est des produits de fonctionnement. Donc 1108 €, les charges de fonctionnement 875 € par habitant. Le total des produits d'investissement 343 € par habitant. Et les dépenses d'équipement 270 € par habitant. Voilà, avec un résultat d'ensemble de 306 € par habitant en 2022. Et vous avez donc l'évolution, mais on y revient dans le littéraire un peu plus tard, donc ça sert à rien que... Enfin, moi, est-ce que vous ayez des questions sur... Non, moi, Voilà, on y revient par la suite. Et donc les éléments importants, de presque pour les résumer là, c'est le bilan. Donc en section de fonctionnement, on a 4 350 000 € pour 4 200 000 en 2021. Les recettes, Valérie va en donner le commentaire tout à l'heure, passe à 5,4 millions pour 4,9 millions
en 2021. Ce qui permet, et c'est le chiffre que l'on doit retenir, un excédent à la clôture de l'exercice de 1 133 094, 1 133 094,62 pour 708 875,03. Ça répond à certaines questions de la préservation des finances de nos habitants pour les années à venir. Et en section d'investissement, là c'est un peu différent, nous avons 1 326 222 pour 2 046 en 2021, c'est parce que là on avait fini les grands programmes et la recette, ça c'est la dépense, la recette est d'1,6 parce qu'on touche les subventions par rapport à 252 772 en 2021. Donc un excédent sur cette ligne-là d'investissement de 305 652, auquel il convient d'ajouter le solde des 75 000 € positifs de l'année 2021, c'est-à-dire que là aussi un investissement, nous avons un résultat cumulé positif de 381 000 €, 286, et je vous engage à lire et à faire votre commentaire encadré. La clôture de l'exercice 2022 fait apparaître sur les deux sections 1 514 392,48 pour 784 517 en 2021. Et là, vous allez avoir quelques explications tout de suite sur ces excellents chiffres. La globalité de la section des comptes des classes 60 à 67, 70 à 77, en dehors des opérations d'ordre importantes, ont des charges en augmentation de 5%. Lorsque les recettes, elles, augmentent de 13%, le résultat comptable de la section de fonctionnement est un très net hausse, plus 50%, qu'il faut relativiser avec l'augmentation du fait de la reprise en compte de la taxe d'habitation du CIVOM qui a été régularisée et qui pèse 500 €. Je donne la parole à Valérie pour vous faire un commentaire précis. Alors effectivement, donc, sur la contribution fiscalité du CIVOM Val-de-Banquière, la taxe d'habitation n'était pas prise en compte par l'État. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, au niveau du Conseil constitutionnel, donc agit à ce niveau-là avec bien sûr l'ensemble des communes du CIVOM, qui nous ont entendus, si bien que l'État a remboursé, a doté les communes membres des syndicats qui fiscalisaient l'année 2021 et l'année 2022, qui représentent 510 000 €, donc sur les deux exercices. Et c'est bien pour ça qu'on a cette année un excédent aussi important. C'est pour ça qu'il faut relativiser quand même cet excédent. Parce que les charges ont été quand même importantes et les recettes n'ont pas augmenté non plus que de raison. Voilà. Cette régularisation concerne 450 CIVOM sur le niveau français, mais effectivement, c'est le CIVOM, puis ensuite relayé de façon indépendante, mais qui a essayé de tirer un peu la couverture à lui par Polski, le maire de la Trinité, et les actions cumulées de l'ensemble de nos parlementaires, que ce soit à la Chambre basse ou à la Chambre haute, et notamment Dominique Estrosi-Sassone et Philippe Pradal, sont montés au créneau pour faire infiner, et la décision a été arrachée lors de la visite pour l'hôtel de police à Nice par Christian Estrosi, Anthony Boré, en présence de Macron et Darmanin et le maire sur le sujet, et ça a fait avancer et qu'on a pu bénéficier. Ceci est d'autant plus important que, bon an, mal an, ça représente 200 000 €, vous le verrez par la suite. Ces 200 000 € récurrentes, bien sûr, nous offrent une capacité d'emprunt qu'on avait regardée, mais une simple simulation aujourd'hui, pour vous dire, les taux qu'on peut bénéficier aujourd'hui, je rappelle qu'on était à 0,60, 0,90, et qu'on est aujourd'hui à 3,6. En réalité 3, mais on prévoit 3,6. On représente une capacité d'emprunt de 3 millions € sans toucher à notre capacité antérieure. Et ça représente, bon an, mal an,
une mensualité de 185 000 euros. Donc vous voyez que tous les programmes qu'on a vus, et quand d'aucuns se sont inquiétés des positions d'emprunt, elles sont d'ores et déjà, même si on n'en a pas besoin, couvertes par, il faut le reconnaître, ce rattrapage qui devient récurrent. Donc 185 000 euros, ça laisse encore 25 000 euros qui permet d'avoir plutôt 3,4 millions que 3 millions d'emprunts. Et on le verra plus tard dans le débat de 2023. Aujourd'hui, nous n'en avons pas besoin pour lancer tout ce qu'on doit lancer, et on attendra, puisque on s'attend, si les prévisions qu'on a vues tout à l'heure sont confirmées, on espère qu'en 2024, les taux devraient redescendre d'un point ou d'un point et demi. Voilà. Si j'ai bien compris, alors sur la section de fonctionnement, puisqu'on a eu un rattrapage de 500 000 euros, donc si je soustrais à 1 130 000, donc nous aurions un excédent de 613 000 euros. C'est ça? Bien. C'est ça. C'est ça. D'accord. D'ailleurs, tu l'as écrit un peu plus loin. Les charges de caractère personnel dans la continuité de cette partie-là, hein, on a une augmentation quand même de 13% de nos dépenses qui ont été, et encore on a essayé d'aller loin dans l'énergie, mais on est très inquiet sur le sujet, et les charges de personnel qui étaient de 2 140 000 euros, déduction faite des remboursements des tickets maladie, des tickets restaurants, sont de 2056 aujourd'hui qu'à euros. La masse salariale est en hausse de 9% par rapport à 2021. Plusieurs raisons à cela. D'abord des recrutements pour assumer l'augmentation très importante de l'animation dans la cantine, de personnel supplémentaire parce que nos cantines sont saturées, et c'est l'objet d'un programme qu'on précisera dans quelques temps. La revalorisation de l'ensemble des catégories C, 3,5% de point d'indice imposé par l'État, tant mieux pour nos salariés, mais 3,5% de l'ensemble de la catégorie C, je peux vous dire que quand c'est tombé, ça fait mal au budget, même si on est content pour les frais de personnel. Les dépenses réelles de fonctionnement sont en hausse et restent inférieures à la moyenne des communes des mêmes strates, mais pèsent lourd quand même. Les subventions allouées aux associations étaient 161 500 pour 156 000 en 2021. Et on verra comment on a pratiqué avec Monique, je vous remercie pour le travail qu'elle a effectué, de recensement, d'appel pour arriver à trouver une solution qui nous permet de maintenir ce tissu associatif avec des subventions importantes. Je le dis chaque année dans les DOB et dans les budgets, regardez les sommes que mettent en place les communes de même strate et vous verrez qu'on est plus que bien concernés à l'Audin. Et puis, une autre très bonne nouvelle, et là, on le doit aussi à un combat qu'on mène avec Monique, avec Valérie et avec la métropole, et notamment Dominique Estrosi qui nous a aidés à l'origine et repris par Anthony Boré aujourd'hui, c'est les pénalités de la loi SRU qui aujourd'hui ne sont pas appliquées parce que l'État, le préfet, considère qu'avec le programme des traverses et ce que l'on va faire à Laval, nous sommes dans une économie qui démontre notre bonne foi. Malgré tout, nous sommes dans un déficit important et tout est fragile. Le périscolaire, c'est classique. Il faudra qu'on s'interroge sur l'écoute des services qui n'ont pas augmenté depuis de nombreuses années sur le SAGE. Je passe, que Valérie vous a donné les taux, et on arrive maintenant sur les bases que nous devons proposer. Non, ça c'est l'aide je vais rectifier. Vous avez les taux de 2022, 15,56. Taxe sur les propriétés bâties, donc 3,50, et le coefficient correcteur de la perte de TH et la régulation de la compensation de 260 000 euros.
ce qui fait qu'un total de recettes fiscales de 2 405 450. La dotation de solidarité de la métropole est toujours la même, 135 597. On a eu une peur à un moment donné, mais on a, oui, je voulais le dire ça, mais on a, j'ai sauté ce parti, donc je reste sur la métropole, je termine, et dans le vote du budget, on a maintenu cette dotation au même niveau que l'année précédente. Et la commune ne perçoit plus en 2022 le fonds départemental des communes touristiques. C'est le dossier qu'avait monté Thierry avec l'Office du tourisme, en allant chercher tout un tas d'indicateurs. Mais le fait de passer une commune de plus de 5000 habitants, ce fonds est substitué à cette dotation qui s'élève aujourd'hui à 392 390 € et qui n'a plus besoin, elle sera remise en cause, je crois que c'est 12 ans. Bien sûr, les critères complémentaires seront dans 12 ans réévalués, réestimés, mais on n'a plus à fournir le même travail, l'État ayant impliqué dedans. Les 250 000 € dont vous a donné Valérie tout à l'heure la raison. Mais là, ce sera, pardon, je reviens sur la taxe additionnelle. Là, par rapport à nos classements, ça interviendra en 2023, en 2022. Non, on l'a perçu en 2022. On l'a perdu. On l'a perçu en 2022, on est sur 2022 là. Mais en 2022, on a touché 392 000. Et on était station commune de. Ouais, voilà. On a Ah oui, grâce au classement. Tout à fait, ça c'est le Bien sûr. classement. c'est le classement qui est en 2023 de l'obtenir. Absolument. C'est ce que j'ai dit, c'est pas ce que tu as dit. Tu as dit qu'en 2022, on n'avait pas perçu parce qu'on était à 5 000. Valérie l'avait expliqué dans la réunion le Voilà, soir, ça. c'est ça, c'est en 2023 Voilà. que. Tout à fait. On n'a plus besoin le critère. Voilà. Et un autre élément très important, parce que vous verrez qu'on va le reprendre dans notre propos, le revenu des immeubles est en hausse de 8% et il représente 550 000 €, 10% des recettes de gestion de service. 555 000 €, rappelez-vous ce chiffre, vous verrez que je le reprendrai ultérieurement. Nous lançons des travaux rue Cardon, les dossiers sont prêts, on est aux demandes de subvention, l'architecte est désigné, les cahiers des charges sont terminés, et les travaux seront faits en 2023, et on espère aussi le vacant qui est celui de la perception pour l'installation d'un cabinet dentaire, d'un cabinet médical. On a fait des sessions, 130 000 € pour un terrain à la Comba et une parcelle non constructible sur Sainte-Claire où il y avait de l'ancienne fosse. Ça, c'est une opération d'or. Sur l'investissement, on a 945 000 € de dépenses d'équipement qui ont été réalisés. Je vous passe la liste. Le clocher Saint-Antonin avec une subvention de l'ABF, c'est à remarquer, proposé, tenu et versé dans les temps. On a engagé 25 000 €, pas loin, sur l'immeuble de la maison commune avec des clients très exigeants que sont la DGFiP. On a fait des VRD diverses, on a investi 100 000 € dans les écoles à nouveau en plus des entretiens classiques, 30 000 € sur la piscine, 443 000 € pour des travaux au restaurant du jardin pour finir les extérieurs et tout ce qu'on avait laissé vide après avoir fait la réception de tout l'immeuble Bélé. Donc aujourd'hui, c'est une réalisation profitable. Et puis divers engagements, le remboursement de la dette. Le capital de la dette s'élève à 325 € pour 319 en 2021, auquel il faut ajouter les 26 000 € pour 2022, comparé aux 30 000 € de 2021 du CIVOM, ce qui fait que cette addition, mais je la fais plus loin parce que j'ai un autre élément à vous communiquer sur le sujet. Les recettes d'investissement qui ont été perçues, les différentes subventions sont terminées et on va, j'espère, avoir le solde
pour les subventions de l'ancien presbytère, où on a 260 000 € dehors, le fonds de compensation TVA, les dotations aux amortissements, les cessions, j'en ai parlé, et l'emprunt de 250 000 € auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour le presbytère. Voilà pour ce qui est du bilan 2022 comparé à 2021. Sur la tendance budgétaire de 2023, je ne reviens pas sur les échanges. Monsieur Mies, vous avez les 610 000 € que vous avez demandé tout à l'heure, qui sont là. On a fait l'opération. J'insiste sur le fait, appuyé par Valérie, qui a tenu la plume, pour considérer que cette situation solide, depuis plusieurs années, et dispose toujours d'un excédent confortable, et lisez le littéraire, permettant un virement de la section d'investissement pour les dépenses d'équipement. Le volume des programmes d'investissement est maintenu et pour l'année 2023, la commune essaiera de maintenir l'épargne au niveau de celle de 2022 sans prendre en compte les recettes exceptionnelles de régularisation de la compensation de la taxe d'habitation dans un contexte économique actuel. Les prévisions nationales envisagent une perte de 15% de l'épargne brute des collectivités entre 2022 et 2023, ce qui ne semble pas encore complètement transcrit dans les chiffres, mais en tout cas, c'est les hypothèses que l'on a prises et on vous indique qu'on est bien passé à la M57, ce qui était un problème. Je donne la parole sur ce chapitre à Valérie pour qu'elle vous détaille cette partie-là qui est importante, et y compris les charges de personnel sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Les charges à caractère général, je ne vais pas vous lire tout l'ensemble. Donc elles ont augmenté, vous avez vu 13%, elles continueront encore à augmenter, puisque bon, comme on l'a vu, l'inflation, le coût des matières premières, tout cela va faire qu'on ne pourra pas réduire plus que de raison ces dépenses, sauf si on décidait de réduire des services. Mais je pense que c'est pas d'actualité. Surtout qu'on a beaucoup de contrats de maintenance, d'entretien qui représentent quand même 30% de ce chapitre-là. C'est énorme. Donc en fait, on n'a pas. Surtout qu'on a effectivement beaucoup de bâtis, hein, comme le disait monsieur le maire, donc il faut les entretenir et les contrats qui sont liés. Il faut savoir, il y a des extincteurs, enfin, vous ne pouvez pas vous imaginer tout ce qu'il faut payer en matière de contrats de prestation de services pour l'ensemble de nos bâtiments. Le personnel, ça devrait être en hausse avec les revalorisations salariales qui ont été opérées l'année dernière sur une moitié d'année, qui le seront évidemment sur l'entière année 2023. Et donc là, peut-être je te relaisse la parole. Oui, alors, devant des contraintes eu égard au recrutement qu'on est en train de faire. Des contraintes eu égard à l'augmentation des 3,5%. Des contraintes, et je ne verrai pas là, puisque c'est au CCAS essentiellement que ça s'est passé, une revalorisation, vraiment le titre exact des personnels, c'est des aides à domicile. Des aides à domicile. J'ai vu qu'on lançait un programme de formation spécifique gratuit pour le département sur ces personnels-là, donc qui devrait peut-être nous permettre de recruter plus facilement. Malgré tout cela, on est arrivé, cette contrainte de ces personnels, c'est un scandale d'État, tant mieux pour eux, c'est un scandale. On a appris par un décret qu'il y avait 40 points d'indice augmentés. 40 points d'indice, 40 points d'indice, ce qui est du jamais vu. Non seulement ça, dans sa imposition par l'État, il y a un effet rétroactif au mois d'avril 2022. Je peux vous dire que quand ça vous tombe dessus, Valérie et Céline ne s'en ont pas bien. Hein. Il faut arriver à remettre ça en phase. Hein, quand ça tombe au milieu, c'est... Donc comment nous avons réagi, parce que Monique y a participé, Ghislaine aussi, avec Élodie. On se retrouvait par exemple avec Élodie qui touchait moins que la dernière entrée au CCAS, par exemple. Donc qu'est-ce qu'on a fait?
pour arriver quand même à donner un salaire décent, et Monique et Gisèle avaient insisté pour qu'on fasse ça, on avait d'ores et déjà impacté une prime, en mémoire entre 80 et 100 euros. Devant cette augmentation, on a globalisé le tout et on a dit voilà, vous avez 100 euros, là vous avez cette augmentation et on ne peut pas conserver les deux aspects en même temps. Et le delta est de l'ordre de 220 euros, c'est ça, Valérie? C'est pas grave. Voilà, c'est à peu près. Donc on a supprimé une partie de la prime et on a mis la dotation des 40 points d'indice intégralement, donc ce qui fait que les personnels qui ont été reçus, la totalité des personnels reçus étaient très contents sur ce sujet, Madame la Présidente. Donc ça, mais malgré tout ça, et devant notre bonne santé financière, j'ai proposé, et je mets bien sûr à votre avis, 2 revalorisations. D'abord, nous allons augmenter la valeur faciale du ticket restaurant et le régime indemnitaire de certains agents. Comment on a pratiqué? On a regardé pourquoi on a augmenté la valeur faciale du ticket restaurant plutôt que le nombre, puisqu'on est inférieur, pour se rapprocher de la valeur du ticket restaurant de la métropole. Parce que c'est souvent les comparaisons dans les demandes d'emploi. Donc on s'est rapproché aujourd'hui, on est quasiment à la même valeur. On n'a pas encore le même nombre, parce que nous on compte les nombres de jours réels, et je crois qu'on en est à 17, c'est ça? Nous on a 14 tickets, la métropole, la valeur est la même, hein, mais voilà. ils en ont... Et donc ils en ont plus que nous, et ça sera certainement notre objectif. Et en même temps, quand on a regardé comment il fallait qu'on repositionne notre grille salariale pour respecter des échelons et pour respecter l'engagement prévu, eh bien, on a décidé, mais je vous le soumets, de mettre une somme d'argent à disposition de Madame la DGS pour regarder ces équilibrages. Elle est en train de nous faire des propositions. C'est une décision qui sera entre 17 000 et 20 000 euros. Donc nous réinjectons pour nos personnels, et c'est une satisfaction, 20 000 euros de crédit pour aider nos salariés, et bien sûr, c'est définitif. Hein. Voilà, donc ça, c'est une orientation budgétaire que nous validerons dans le cadre du vote du budget. Et quand vous avez tout ça, on a aussi cette charge personnelle dont je vous ai parlé quand je dis les écoles, c'est augmenté au niveau des écoles, au niveau des cantines, mais aussi c'est augmenté terriblement puisque aujourd'hui, les mercredis, les vacances et autres, on dépasse les 150 enfants régulièrement. Et donc on a une charge, il a fallu recruter, modifier les organigrammes pour arriver à tenir ça. Donc tout cela est bien prévu et fait. Et donc le report en investissement représente 1,4 million d'euros. Le ticket aujourd'hui il est à combien? 7 à 9. Tout à fait. 7 à 9 euros. Le nombre de tickets, c'est au jour travaillé. Non. Non, nous on a un forfait de 14 tickets. Alors que la métropole, c'est Et si on fait une moyenne de jours travaillés, c'est grosso modo 17. Voilà. On enlève les congés, on enlève les jours fériés. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que c'est un forfait. Ça fait une augmentation de 28 euros mensuel. Ça Alors, la participation de la collectivité de 60% sur ce ticket restaurant. La charge de 40% de... Pour l'agence, ça fait un gain de 28 euros mensuel. C'est 60% du les charges personnelles, j'en ai parlé, le service technique, un certain nombre aussi de remplacement de départ en retraite. On est stabilisé aujourd'hui, on a un agent qui demande sa mise en disponibilité, donc on a publié un appel à candidature et cet appel à candidature devra répondre. On est en train d'y travailler pour essayer de proposer différentes choses. La mise à disposition à la coopérative du temps du traitement des olives, puisque la personne que nous avions recrutée et que nous avons pris la décision de conserver à 100% à la mairie,
n'a plus accepté de travailler parce que on n'allait pas, parce que c'était pas cher, à la coopérative. Donc, nous sommes aujourd'hui dans une situation un peu compliquée, sachant que la coopérative dort sur ses deux oreilles, sachant que le maire qui y tient s'investit, regarde, consulte. Nous avons fait un travail très important à la métropole pour essayer de voir si on pouvait détacher un agent de la métropole. Enfin, on est en pleine discussion sur ce sujet et on a aujourd'hui, on a republié avec un cahier des charges, on a un certain nombre de choses. Les subventions aux associations, on est parti sur une demande de 2022 dont on a relevé 20%, et ensuite on a regardé les demandes de 2023 et on a ajusté, mais je voulais que l'ensemble du monde associatif participe à l'effort d'énergie, d'entretien et des coûts des matières que l'on rencontre. Donc vous aurez la liste lors du vote du budget définitive de ce qu'on a retenu pour les associations, sachant qu'en dessous de 500 €, bien sûr, on n'a pas fait de coupe. Et merci, ministre, pour le travail de récupération. Je précise encore auprès de ceux qui pourraient passer des messages à certaines associations sans les citer, que si les documents nécessaires ne nous sont pas fournis, y compris les éléments financiers, nous ne débloquerons pas les subventions. On le fait chaque année. Et là, on sera beaucoup plus restrictif. Je voudrais revenir sur un point. Les charges financières seront stables. La commune devra emprunter à nouveau pour financer les travaux d'expansion du parking. Oui. On en a parlé, ça on sait, puisqu'on a été le fonds de concours. Et de l'école, on a une idée à peu près? Oui, on a à peu près une idée. D'ailleurs, on a ce matin reçu les derniers documents. Je vais réunir maintenant de la commission d'éducation, tout ce travail pour présenter, valider le dernier. On espère un appel à candidature pour le concours d'architecte bouclé mi-mai, fin avril, pour 2 mois de délai et pour arriver au résultat du concours et de soumettre les 3 candidatures, puis ensuite, dans ces 3, choisir le projet septembre-octobre. Je reformule ma question. Oui, non, mais est-ce qu'on a une idée je vais te donner les chiffres. De la hauteur de l'emprunt? On est entre 5 et 7 millions. Non, parce qu'on ne sait pas. Non, mais non, j'ai pas d'idée, puisque normalement on est là sur des financements à 55%. La région intervient maintenant, puisqu'on a un verdissement avec le réseau de chaleur et que c'est une des, vous savez, la première région verte de France. Vous avez vu ces annonces de Muselier. Donc, quand on porte des dossiers, et notamment sur l'isolation, le réseau de chaleur chaud et froid, on devrait être assez bien financé, mais on sera obligé de faire un emprunt qui avoisinera. C'est pour ça que vous verrez dans le vote du budget, c'est pas parce qu'on a un très bon budget qu'on va se lâcher à acheter, à faire, à changer, à modifier. On a déjà prévenu tous les services, enfin tous, il est seul en ce moment en Roussel, mais la DRH et tout le monde pour dire non, attention, et je vous en informe, c'est pas open bar, loin s'en faut, et on sera très restrictif de manière à avoir un report encore aussi fort et de réduire l'emprunt nécessaire au niveau des écoles. Celui des parkings était déjà fait avec les fonds de concours, et bien entendu on est en attente de la confirmation de la subvention de la région, du département, des fonds de concours de la métropole, et j'attends aussi le montant exact de la participation de la métropole avant de lancer, de construire, en sortir, mais c'est pas pour autant qu'on a lancé des travaux. Mais là, sur ce que tu viens de dire, on ne perd pas d'argent à geler en fin de compte au capital qui est le nôtre et qui correspond à l'excédent aujourd'hui par rapport à l'inflation qui érode la valeur de l'argent. Oui, non seulement on ne perd pas d'argent, parce qu'aujourd'hui, le taux de l'argent, c'est pas ça. L'inflation a une incidence sur le taux de l'argent. Mais c'est aujourd'hui 6% sur 1 euro, oui, ton euro vaut moins en pouvoir d'achat. C'est les règles. Donc tu votes le budget que tu repositionnes de l'autre côté, on pourrait capitaliser sur entre 6 et 8 mois. Parce que nous on capitalise, mais la particularité qui est la nôtre, c'est qu'on ne peut pas placer. Donc c'est de l'argent qui ne rapporte pas, mais qui subit en fin de compte le taux d'inflation et qui s'érode. Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'on ne fera rien
en 2023, on attendra quelle est la situation. Parce qu'aujourd'hui, tu as une inflation à 6, donc tu as une érosion de 6% sur la valeur de ton argent, alors qu'un emprunt aujourd'hui, on peut le négocier à 3,9. 3,6. On est sur 3,6. Donc, on est plutôt sur 3,6. Voilà. Est-ce qu'il est pas préférable d'emprunter non, actuellement, il vaut mieux attendre pour essayer de redescendre, on espère, aux alentours de 9. Quand tu as une inflation à 6, tu commences à réfléchir. C'est l'emploi, il justifie quand même un programme. Voilà. Ouais, non, mais le programme derrière. Aujourd'hui, ils sont à l'étude. Voilà. Oui, on est loin. L'inflation a un impact sur le pouvoir d'achat. On a commencé, de placer bien sûr, voilà. Ok. Merci. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de regarder, de consulter des fonds d'investissement privés, ce qu'ont fait plusieurs collectivités, et dont les résultats sont pas neutres. D'ailleurs, la Banque des Territoires peut nous aider dans cette solution-là. Valérie a un certain nombre d'adresses où, le moment venu, qui n'est pas le moment de 2023, nous regarderons ça. Effectivement, après, on peut se dire, est-ce qu'on met de la trésorerie et est-ce qu'on boursicote sur l'argent Non, mais je veux dire, c'est une réalité vraie. Bien sûr. Mais voilà, le temps de donner budget, le temps de faire les reports et le temps de mettre, on sera déjà passé à d'autres choses. Les grands éléments, vous les connaissez. En dehors de ce que tu dis et de l'inquiétude, c'est-à-dire l'école, le parking de la Madone, en fonction de nos finances, nos perspectives et de nos possibilités d'avancement. C'est pas une inquiétude, hein? Non, mais c'est une proposition. J'ai une inquiétude. C'est le raisonnement, tiens, je vais faire un petit détournement de l'atmosphère, d'une réflexion de quelqu'un qui dernièrement, dans une instance, a cité Saint-Luc. Je me suis intéressé à Saint-Luc et je me place sous son auspice parce que Saint-Luc avait aussi la télévision et les débats de la métropole. J'assume la délégation d'agents à la culture. Votre ami Bertrand. Voilà, non mais Saint-Luc disait aussi, avant de bâtir la tour, pour calculer la défense. Et je trouve que c'est très intéressant. Donc on va placer en fin de compte ce débat sous cet auspice. On est d'accord. Et c'est ce qu'on calcule, figurez-vous, parce que c'est pour ça que l'autre jour, j'ai un peu secoué le cocotier, parce que tout le débat, toute l'inscription, toute la validité, tous les regards qu'on a portés sur les 5 ans à venir, c'est justement de savoir, avant de bâtir la tour, si on pouvait la bâtir. C'est ça, calculer la dépense. Absolument, calculer la dépense. Et si vous préférez, on a aussi augmenté... en la matière, on vous fait entièrement confiance. Je vous en remercie. Jusqu'à présent, nous n'avons qu'à ne louer en fin de compte de la gestion de la commune. Non, mais je ne suis pas un grand financier, mais j'ai toujours géré. Non, mais nous sommes dans un débat. J'essaie d'alimenter la débat de telle façon qu'on ne soit pas taxé d'un 49.3 à l'heure. Ah, exactement. C'est bien. Merci. Carrément. Merci Thierry. Et justement, pour te dire que ce n'est pas dans notre rapport, nous sommes en train de regarder. Beaucoup d'efforts ont été faits, et Gisèle, je demande de féliciter l'équipe du CCAS, que ce soit les élus, les bénévoles et le personnel, qui avancent, et donc on les dotera de manière à ce qu'ils puissent continuer à avancer comme ça, et notamment avec de très bonnes nouvelles, parce qu'on avance bien pour la première fois, je dirais, et de notre faute et de la faute de Riro, mais là on a enclenché, et Monique suit ça de près. La première livraison qu'on a eue, on a été un peu surpris tous les deux parce que c'était quand même énorme sur les repas, sur la participation au restaurant, sur les subventions culturelles qu'on peut amener pour faire des échanges. Par exemple, Élodie invite au cinéma l'Hospital et les gens des Lauriers. On essaye aussi de travailler avec le centre Roti. Je ferai samedi matin avec Eric Sotti et une table ronde sur l'autisme pour avancer avec les pays. Mais nous avons aussi, et là je m'en suis entretenu avec le docteur Bonnefond, plusieurs éléments qui ont été factuels ces derniers temps, qui sont d'abord la création d'une maison de santé, entre guillemets, privée, dont tous les éléments sont aujourd'hui
validée, elle existe juridiquement, financièrement, et avec tous les agréments nécessaires. Elle a été créée par Patine, 37, mais vous aurez ça dans la communication, 37 praticiens de la commune y ont souscrit. Pour le moment, elle est répartie un peu de partout. Elle souhaitera le laisser, mais on devrait passer à 4 médecins, on devrait avoir une sage-femme à temps partiel, on devrait avoir un labo, une psychologue, 2 internes supplémentaires, et j'y mettrai à l'intérieur des services sociaux, c'est-à-dire les assistantes sociales. Et j'ai refusé aujourd'hui, dans le grand plan qu'a lancé le département, des agréments de notre CCAS sur le plan de dépendance et du handicap. Parce que je veux qu'on crée une partie de maison comme celle qui est créée au CIBOM, parce que nous avons nos propres services. Maintien des personnes âgées, autisme, EHPAD, SSR. Donc on a les éléments pour avoir cette maison ici sur le Vins. Et les premiers retours de Charles-en-Genésie sont plutôt favorables. Bon, il faut enfoncer le clou maintenant, chose que je n'ai pas fait parce que le président de la commission des finances du département était un peu occupé dans d'autres débats, donc je ne suis pas monté au créneau plus que ça, mais j'ai un rendez-vous et samedi matin dans une table ronde, mais qui me permettra d'avoir un rendez-vous. Donc nous allons lancer cette étude de faisabilité, nous mettons des crédits pour lancer une étude, et on est en train de réfléchir, est-ce qu'on le fait nous en direct, est-ce qu'on passe par Habitat 06 qui fait celle de Tourette par exemple, est-ce qu'on fait une partie avec du logement, sans logement, et on a 2 espaces qui aujourd'hui tiennent la route, c'est celui qui moi est plus important, mais qui est aussi plus important au vu des professions médicales, c'est la maison Râteau, qui permettrait de l'héberger et de faire ce qu'il faut. C'est où la maison Râteau? La rouge. La rouge à côté. La météo, madame. Rouge, bonne forme. Et puis en plus, je vous en ai parlé. Oui, mais moi, je n'ai pas la mémoire des noms. Voilà, bien. Donc, ça, c'est en lance. C'est une étude, je ne sais pas jusqu'au dira, mais c'est une nécessité. Et il y a une nécessité aussi, c'est qu'aujourd'hui, on voit une fuite de par le manque de médecins, de par le manque de dentistes. Donc, ça, on attend la réponse aussi. Les gens vont se faire soigner ailleurs. Et même si, après je vous parlerai de notre projet dont on a eu la notification aujourd'hui, mais quand ils font soigner ailleurs, ils font les courses ailleurs, ils font un certain nombre de choses ailleurs, et je souhaite que ça reste à Levins. Donc on regardera quelles sont nos possibilités, quels sont les coûts, quel est l'emploi qu'il faut mettre derrière, quelle est la charge, quel est le revenu foncier qu'on en tire, combien le département prendra le mètre carré pour mettre ses maisons dedans, et ce débat. Mais je vais aller très vite pour savoir quelle est la fonctionnalité. Et ce centre, il serait ouvert comme en bas, Saint-Martin, tout ça, jour et nuit ou... Non, Saint-Martin, jusqu'à minuit. Ouais, jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit. 7 sur 7, 8 heures. 7 sur 7 jusqu'à minuit. Gouverner, c'est anticiper, c'est ça? Voilà. On a obtenu l'agrément aujourd'hui, et Mme Patron y avait été impliquée, le centre de regroupement des professions de santé sur un territoire. Sur un territoire bien déterminé. Ce territoire dont on a l'agrément aujourd'hui, donc vous aurez le courrier dans le budget, comprend la commune de Levins, la commune de Duranus, la commune de Saint-Blaise, Saint-Martin-du-Var et Castagnier. Et le centre médical d'urgence sera celui-là porté par les médecins et l'ensemble des gens. Je ne parle pas de celui de la Manda, je parle de celui de Saint-Martin-du-Var. Celui de la Manda, complètement indépendant, puisque lui, c'est la clinique Saint-Antoine de Saint-Jean-de-Gagne, qui a déporté une antenne très complète, très complète, puisque on a la chance de connaître l'architecte qui l'a réalisé, et l'ensemble des services sont très importants. Et c'est pour ça que je veux qu'on se positionne et qu'on soit suffisamment C. Donc le travail commence, on a reçu l'agrément de l'ARS, de la Sécu, de tout le monde, donc ça y est, elle est finalisée, maintenant il faut la construire et on va en faire en sorte que ça se débatte. D'ailleurs la directrice qui habite au Parc Laval m'a demandé un rendez-vous de la directrice de Saint-Martin-du-Var. Voilà. Comment elle s'appelle? C'est ce que je voulais vous dire sur cette partie.
Et l'auditorium, la programmation, vous l'avez voté, et les améliorations qu'on peut amener, et la restauration du cimetière qu'on a bloqué pour les sols et la toiture, parce qu'on est en attente de subvention, et qu'aujourd'hui, on remonte beaucoup plus les dossiers de subvention pour pouvoir pallier justement à ce budget. Et là, je repasse la parole à Valérie pour donner 3 chiffres qui sont importants dans ce qu'on a vu, et on en a parlé. On peut écouter monsieur le maire en parler, on n'entend pas. Monsieur Morena, monsieur Guérand, à juste titre, devant notre silence. Toi, donc, toutes les orientations qui ont été vues, donc l'incidence sur le budget, pour les charges à caractère général, 1 450 000, la somme de 1 450 000 sera prévue. Pour le personnel, donc on l'a vu, les tickets restaurants représentant une somme de grosso modo 10 000 euros. Et donc la somme allouée pour la répartition du régime indemnitaire 15 à 20 000 euros, comme l'a dit M. le maire, pour arriver donc à une charge de 2 240 000 euros pour le personnel. Donc les subventions, ça, elles seront abordées le jour du vote du budget. Subventions seront à la baisse, les subventions, c'est ça? Des associations? Les subventions des associations seront vues à la baisse? Non. Tout à fait. On est obligé de les voter une par une. On est obligé de les voter une par une, elles sont dans le budget. Non, mais elles seront à la baisse. Non, ils ne seront pas à la baisse. Non, on l'a pas dit. Si, c'est pour compenser l'énergie, elles seront à la baisse. On nous a parlé de moins 20%. C'est ça. Par rapport à 2022 et par rapport à 2022. Par rapport aux demandes. Globalement. Grosso modo, on était de mémoire, je vais vous le dire, on était à 130 000 euros, on est à 115 000 euros. Donc on est moins que les 20% que j'avais annoncé parce qu'on a réajusté un certain nombre de choses, notamment M. Miez, sur la culture, les programmations du foyer, sur le comité des fêtes. On a réajusté un certain nombre de choses, on a un petit peu... La collectivité montrant l'exemple, le monde associatif peut suivre cet exemple. Absolument, je suis d'accord avec toi. Là, il est dit que la baisse des subventions est due certainement à l'allocation, par exemple au rivet, à l'énergie au rivet, tout ça. Je prends un exemple qui me heurte tous les jours. Les gens arrivent aujourd'hui 6h, 17h au stade, ils allument la lumière avant de rentrer sur le stade, c'est plein jour. Alors que les recommandations de la préfecture dans la transition énergétique et les économies pour nous demander de passer le cap étaient de dire, y compris aux professionnels, vous allumez quand vous rentrez, le temps que ça chauffe bien entendu, mais vous éteignez dès que le match est fini pour ne pas laisser de la lumière. Voilà. Nous, on n'est pas tout à fait dans cet esprit. Georges Revers est déjà intervenu. J'excuse Georges Revers parce qu'il y a le débat le doc du CIVOM en ce moment à Saint-André, une européenne. Mais alors, les associations d'extérieur qui n'utilisent pas toutes les structures, elles seront aussi minorées? Alors, les associations extérieures, il n'y en a quasiment pas, c'est essentiellement les collèges. Et les associations nationales? Oui, sur le départemental. C'est-à-dire les amis non, mais par exemple, il y a le tennis par exemple qui n'utilise pas d'installation. Comment? Le tennis par exemple qui n'utilise pas, ou le trail, ou qui n'utilise pas de structure, donc qui n'utilise pas l'énergie, donc et qui n'utilise pas les installations. Ils ont tous subi la même chose. Ils ont tous subi la même chose. Oui, Thierry a bien résumé, je reprendrai ce terme. Alors, moi, les autres dépenses de fonctionnement, il y en a une qu'on va commencer à regarder, c'est les 46 200 € de reversion dans la collecte à la métropole. Je vous ai déjà expliqué le combat qu'on avait mené pour les emprunts du SDEC et au fur et à mesure du temps. Parce que la collecte, quand vous avez figé une collecte, vous payez à vie, que ce soit terminé ou pas terminé. Et ce que je ne voulais pas, et que je menais le combat pour l'ensemble des 49 communes à l'époque, pour que le SDEC, tout le monde avait des crédits sur le SDEC, mais on empruntait, par le gouvernement Claude, tous les 2 ans, on faisait un programme, on avait un emprunt, on compensait, et aujourd'hui on arrive en fin d'un certain nombre de crédits, et quand ils tombent, ils sont déduits de fait, alors que normalement, la commune, c'est ce que je vous disais
tout à l'heure, 198 logements SRU déclarés, il en manque 362. Je ne reviens pas sur ma position, vous savez qu'on n'ira jamais. Malheureusement, Dominique Estrosi-Sassone, qui a mené le combat au Sénat, et que reprend d'ailleurs Anthony Beauvais actuellement, on a très peu d'espoir de voir réduire le taux de 25% de la SRU. Je pense que c'est définitivement. Alors on vient l'assouplissement de la loi en étant psychologique, mais j'y crois pas. Enfin, Monique participe à toutes les réunions et on n'a pas grand espoir sur le sujet. Il y a un autre camembert que vous retrouvez là. Je vous ai fait un petit total, mais je suppose que vous l'avez fait. Quand vous prenez les charges à caractère général et les charges nettes de personnel, c'est 70% de notre budget. Alors certes, il y a des endroits où on peut racler, faire des efforts, mais sur beaucoup de postes, les assurances, l'énergie, on essaie d'en faire. Le personnel, vous ne pouvez rien toucher, les contributions dites. Vous avez très peu d'endroits où ça fait mal. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, et là on coupera avec la commission d'éducation ou autre, il faudra qu'on se penche sur les tarifs des services. Il y a des années qu'on n'a pas touché la cantine, qu'on n'a pas touché toutes nos prestations ont entre 10 et 12 ans sans toucher quoi que ce soit. Je précise, et avec beaucoup d'insistance, vous allez voir quand vous recevrez la feuille, qu'il va falloir la détailler, la commune de Levins n'augmente pas sa fiscalité. Encore une année supplémentaire. Voilà. Il faut préciser, par contre... Voilà. Par contre... Mais par contre, il y aura une augmentation. Ah non, mais attendez, laissez-moi y arriver. Ah, pardon. Laissez-moi y arriver. Et c'est là où c'est très important. Les valeurs locatives, c'est-à-dire l'indice qui va permettre de calculer votre impôt foncier, l'assiette est remontée de 7,1%. 7,1%. Valérie va vous donner quelques éléments, parce qu'on a fait 2 simulations sur un appartement et une maison. Cela représente, et après, je vous donnerai les autres augmentations. C'est là où il y a un problème quand même, je trouve, parce que bon, on fait du logement social, c'est d'accord, mais bon, on accueille des gens supplémentaires, donc on est obligé d'agrandir le parking, on est obligé d'agrandir l'école, et c'est toujours les propriétaires qui payent, donc là il y a un souci quelque part. Les gens qu'on accueille alors il y a deux types de logements, l'accession à la propriété, les 52 logements, où ils vont payer la taxe foncière. Pas pendant 15 ans, parce qu'ils sont... Non. Là aujourd'hui il y a 3 ans, et de toute façon, s'ils ne la payent pas, nous on est compensés par l'État. Nous on la perçoit. Vous la percevez? Il ne la paye pas pendant 15 ans? C'est l'État qui nous la compense. Okay. C'est l'État qui impose une exonération pour ce type de logement, et nous compensons. Donc si on ressentit le prêt, je suis pas sûr. D'accord. C'est-à-dire à quel taux c'est compensé par l'État? Je ne connais pas le taux, puisqu'on a un taux de compensation aujourd'hui dans plusieurs cas, mais là, on a un cas important, et je ne connais pas le taux, mais on est pas loin d'une compensation. C'est pas à l'euro, non, c'est pas à l'euro, parce qu'ils sortent avant de... Si, je dois avouer que sur la compensation de la taxe d'habitation qui tombe cette année pour tout le monde, on n'est pas loin de l'euro. On n'est pas loin et que le remboursement est fait. Donc là, oui, on est compensé, mais tu as raison, le logement social qu'on nous impose, ont des... Mais c'est tout le problème, c'est pour ça. Vous verrez que j'ai voté l'augmentation de la cotisation des ordures ménagères. Aujourd'hui, vous avez raison, c'est un scandale de la France. Et c'est pour ça que c'est un beau pays, que tout le monde pousse les frontières pour arriver à la nage ou quoi que ce soit. Vous voyez que les gens... Non, mais pour répondre à ta question, elle est tout à fait pertinente. Les gens qui sont là, ils sont arrivés, ils bénéficient de l'école, de tout, ils te disent encore que c'est mal balayé devant leur porte, ou qu'on n'a pas pris le petit assez tôt à l'école, ou que la cantine est trop chère, ou qu'ils nous demandent une subvention pour l'envoyer pendant les vacances. Taux d'imposition, 0. 0. Le seul impôt, que ce soit pour les propriétaires, que ce soit nous les bailleurs qu'on refacture, c'est la taxe sur les ordures ménagères. Le seul impôt que tous les Français payent, à condition que les propriétaires
la reporte, que la propriétaire les reporte, c'est l'ordure ménagère. C'est l'ordure ménagère. Donc tous les autres services, et tu as raison de le relever, et notamment dans le logement social, quand ils arrivent et qu'ils s'installent, ils payent un loyer à l'opérateur, mais il n'y a pas de taxe. La suppression de la taxe d'habitation à laquelle je me suis opposé de toutes mes forces est une vraie connerie. Alors c'est vrai que quand on regarde, attends, laisse-moi terminer, et après je vous donne, quand tu regardes le citoyen, il a vu passer, moi le premier, cette année c'est comme nombreux d'entre vous, je suppose, ceux qui avaient un peu revenu supplémentaire, vous allez avoir taxe d'habitation à 0. Tant mieux. Mais si le gouvernement... Par contre, un grand défenseur de la suppression de la taxe d'habitation, c'était quand même le président de la métropole. Oui, on est d'accord, je ne dis pas l'inverse. Oui, non, mais alors on va parler clair. C'est une folie de Macron. C'est une folie de Macron dans un débat où aujourd'hui, d'ailleurs j'ai lu un article pas tellement, où il a été interrogé sur le sujet, il a largement bafouillé. C'est vrai que ça a réinjecté du pouvoir d'achat, mais aujourd'hui, quelle est notre possibilité à nous? D'augmenter l'impôt foncier. C'est le seul impôt qui impacte encore que les propriétaires. Que les propriétaires. Alors les propriétaires qui ont les moyens, ça va, mais un certain nombre de retraités propriétaires, un certain nombre de gens qui se sont saignés pour arriver à être propriétaires de leur résidence principale ou quoi que ce soit, on va taper encore sur eux. Si l'État avait dit, mais voilà, je prends 50% de la taxe d'habitation, c'est à ma charge, j'enlève 50%. Donc si vous aviez 1000, vous enlevez 500. Mais il nous laissait à nous la possibilité de remonter dans ces 500 €, de dire j'en prends 200 ou j'en prends 100 parce que ça doit financer mes programmes. Aujourd'hui, on n'a plus cette soupape. Donc on court de toutes les compensations. Mais tout à l'heure, les remarques non fondées sur la taxe d'habitation des résidences secondaires, et bien elle est là, parce que c'est le seul endroit aujourd'hui où la collectivité, le citoyen, vous, le conseil municipal, c'est le seul endroit où vous avez aujourd'hui une action possible pour rééquilibrer et qu'on ne tape pas toujours sur les mêmes. C'est un scandale d'État, parce qu'aujourd'hui, eh bien, tous les maires, nous on s'en sort bien, mais je peux vous dire que les communes, aujourd'hui, les 3/4 refusent les programmes parce qu'elles n'ont pas les 20% pour faire. Elles n'ont pas les 20% pour faire. Sur une secondaire, tu payes aussi une taxe foncière. Oui, non, mais heureusement, elle n'est pas supprimée. Elle n'est pas supprimée. C'est la triple peine. Tout à fait, elle n'est pas supprimée. Oui, non, mais voilà, vous êtes d'accord. La secondaire, tu payes foncier et habitation. Absolument. Donc, leur augmenter, c'est la triple peine. Oui, non, mais... Parce que là, dans le cas, dans l'amélioration du cadre de vie de la population. On n'a pas fait la simulation du tout parce que... Tu viens de dire que ça va aller. Non, nous on a regardé. Ah, oui, on va dire, en fait, c'est pas en tête. Valérie a des calculs qu'on a fait. Valérie est là, puisque tu as dit que Valérie allait nous présenter. On a regardé aussi. Moi, je ne peux pas en faire, mais je vous rappelle quand même qu'on est très fragile sur le nom. Mais quand l'amende tombera, c'est 80 000 € par an, un minima. Mais elle tombe. Enfin, non. Non, elle ne tombe pas, c'est la différence des 2 millions. Mais c'est un impôt important qui nous tombe dessus. Ensuite, il y a des raisons techniques qu'on a regardées. Aujourd'hui, si vous faites du logement, il faut qu'il soit accessible en PMR tout de suite, même s'il n'y en a qu'un, il faut qu'il soit PMR. Et donc, on regarde avec Valérie, on a la chance que le programme est passé aujourd'hui en comité exécutif d'Habitat 06, et maintenant il faut qu'on le construise, de savoir qu'est-ce qu'on y met dedans. Le principe est de ramener le VTT, la maison du parc, et de voir, c'est Yann qui travaille sur le sujet, pour essayer de monter une maison départementale du vélo. À la commanderie. Et si possible, si on arrive, mais là encore, la norme, parce que le bâtiment, on a l'ABF qui est vraiment qu'on touche, hein. Sur l'arrière encore ça va, mais on est en train de regarder qu'est-ce que la norme nous permet de faire, sachant qu'on a une toute petite parcelle où il y a un héritage difficile, qu'il va peut-être falloir qu'on déclare, peut-être pas en DUP, on est en train de négocier avec une partie de la famille qui n'est pas d'accord encore, qui sont sur la personne est décédée, donc c'est compliqué, mais on va essayer d'avoir, on a l'avantage d'avoir été retenu. Après, Habitat 06, je peux te donner le résultat, c'est 3 500 € du mètre carré bâti. Voilà, après, soit il utilise les services et ça vient en déduction, soit il te facture 3 500, il te fait le projet, il monte tout, il fait les avances, mais on est aux alentours de 3 500. C'est Habitat 06 qui a fait
le Grand Hôtel Brissot de Saint-Martin-de-Zuby, par exemple, qui ne fait pas de logement social. Là, il n'y en aura pas. On se pose la question. On ne sera jamais dans les clous de la loi SRU. Donc à un moment donné, il faut se poser aussi une question de ce qu'on veut pour le vin aussi, je pense. La SRU, à un moment donné, j'espère qu'on est tranquille pour 3-4 ans. Dans 3-4 ans, on doit se dire on paye 100 000 euros d'amende ou non. À la base, il était convenu que les 2 millions de moins-value sur les terrains des traverses, on était tranquille jusqu'en 2035, c'est ce qui avait été dit sur la loi SRU. 35, je ne suis pas sûr qu'on ait dit, mais on avait... C'était en 2020, c'était sur 15 ans. T'inquiète pas, ça va passer à 30% Mais voilà. Le gouvernement nous prépare. Si en parallèle, en plus, il t'augmente le taux, t'es pas prêt d'y arriver. Il faut que les propriétaires remplissent un nouveau document. Quand tu arrives, ils montent les taux. Certains ont reçu, ceux qui n'ont pas reçu. Je vous engage à récupérer ce document, à le remplir avant le 30 juin. De tous vos logements, avec qui vous habitez, quel est le statut d'avec qui vous habitez, concubinage, pas concubinage et tout. Ne croyez pas que c'est neutre pour mettre à jour les fichiers. Vous avez vu, ceux qui ont demandé il y a 10 mois qu'on s'appelle l'avance pour le quoi qu'il en coûte, notamment les auto-entrepreneurs qui avaient monté, les PGE et autres, qui avaient monté leur salaire de façon honteuse, ils sont en train de payer l'addition. 460 millions de fraude sur le département. Ouais. Donc, ok, on peut en reparler encore. La simulation. Pardon. Je voulais rajouter que chaque maison qui se construit de plus en plus, ça fait partie des 25% du taux de logement social, puisque c'est les résidences principales qui déterminent le taux. Donc c'est toutes les habitations confondues qui augmentent de 25%. C'est la course. Voilà. C'est sans fin. Plus il y a de la construction, que ce soit individuelle. Alors là, Dominique, il y a eu gain de cause sur une partie, c'est-à-dire que c'est pas encore retourné au Parlement, et ça devrait retourner au Parlement. C'est le seul indicateur que l'État a accepté de regarder pour couper la course à l'échalote, parce que quand vous êtes des villes comme Nice ou autre, ça va que Nice se tasse en logement, mais les villes qui progressent, et notamment dans le centre, une grosse progression des résidences, des garages, ils explosent littéralement leur charge. Ok Valérie, donne-nous cette simulation. Il n'y a pas de match ce soir, je vous trouve bien bavard, monsieur. Non, viens pas, justement. Ah merde, mais c'est un débat. C'est bien. Pour une fois, L'augmentation, bien sûr, du taux du syndicat, puisque si vous avez fait le choix de mettre l'intégralité de la contribution fiscalisée, bien évidemment, ça va augmenter le taux dans la colonne syndicat, qui va permettre de, je le rappelle, capitaliser pour éviter ou réduire les emprunts futurs de nos travaux. Donc, la personne qui payait en 2022 487 € de taxes foncières, avec cette simulation, paierait en 2023 557, 70 € d'augmentation. Alors, avec évidemment les taux dont tu as abordé tout à l'heure, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui passerait... cette simulation est faite uniquement par rapport au taux d'ordures ménagères et la fiscalité de Vinci. Et la fiscalité de la contribution fiscalisée du syndicat, qu'on met intégralement. D'accord. On met intégralement. Et l'augmentation qui a été votée par la métropole, c'est les ordures ménagères et la GEMAPI. Et la GEMAPI. Enfin, GEMAPI, j'ai pas le taux. Donc, non, c'est pas. Mais avec quelle simulation? Celle qui a été donnée de quel camp? Parce que par rapport à ça, ça a été un. Aucun des chiffres est bon. Voilà, non, mais alors justement, lequel avons-nous choisi? Nous, on a pris le plus bas ou le plus haut? Non, on a pris le taux qui est voté. Parce qu'il y a une différence. J'ai entendu un camp dire que ce serait 8 € et un autre camp dire que ce serait 300 €. 8 €, je te dis. 8 €. Alors, comment les deux taxes ont été calculées? Parce que chacun se renvoie la balle en disant nous, on a les meilleurs experts. Ça, c'est le plan d'Entormi, le conseil départemental, le clan et le clan métropole de l'autre côté qui dit mais non, Estrosi, pour ne pas le citer, ça représente tant. Et donc nous, ce qu'on a pris le taux qui passe de 8,46 à 10,46, c'est-à-dire les 2 points qui avaient été supprimés. Déjà, on a un repère puisqu'on revient au taux de 2 ans auparavant où on avait réduit, c'est peut-être l'erreur qu'on avait fait de baisser, mais on n'avait pas le choix puisqu'on percevait trop d'argent avec la tonne et que la tonne ne peut pas alimenter le budget général. Donc c'est pour ça qu'on avait réduit.
Là, on a réaugmenté parce que d'abord, il y a le grand centre de tri et l'unité de production d'énergie, c'est 272 millions d'euros à l'Ariane, et on sera plus près de 300 que 272. Et en même temps, nous par exemple, j'ai relancé la recyclerie ou autre, et on sait, Valérie a calculé avec 2 points supplémentaires par rapport à la taxe de 2022. Donc le chiffre qu'elle te donne, c'est là. Pour la GEMAPI, c'est un peu différent. La GEMAPI, le calcul est compliqué parce qu'on soustrait les entreprises, on enlève. C'est pour ça que je te dis, les uns et les autres n'ont pas les bons chiffres parce que c'est encore en cours. Donc le Cancioti n'est pas dans le vrai. Et le plan Estrosi non plus. Les affectations doivent être beaucoup plus ciblées sur les chiffres. Il y a 3 chiffres qui ont été donnés par exemple, et j'avoue que c'est quelque chose de très complexe à mener, parce qu'on enlève par exemple, dans les taxes environnementales, et Pierre-Paul Hénou il a bien expliqué, il y a les taxes qu'on a mis pour, par exemple, les collèges, le CHU, les mairies qui ne payaient pas. Donc tout ça a fait que c'est un calcul très complexe. Pour le GEMAPI, c'est différent. Le GEMAPI, il est instauré par tout le monde. Le GEMAPI, ça sert à régler le problème des inondations des cours d'eau et même aujourd'hui on n'a pas d'eau, mais ça sert à régler ça. Quand on dit 8 euros, c'est même discuté avec Valérie Fauché, 8 euros, c'est faux. C'est un taux la GEMAPI. Mais on a calculé que le taux appliqué à la métropole représenterait en moyenne 8 euros. Il y en a qui vont payer 20, il y en a qui vont payer. Le minimum, c'est 8. La loi indiquant que la taxe GEMAPI ne peut pas excéder 40 euros. Parfait. Voilà. 8, c'est pour les propriétaires d'un 40 mètres carrés. Non, pas forcément. Non. Pas forcément. Non, ça, la moyenne sera 8 euros. Ça, par contre, c'est assez bien ciblé. Les calculs ont été réalisés. Voilà, donc quand Valérie donne, elle a impacté ces 2 chiffres. D'accord. Et là, concernant le CIBOM, parce que tout à l'heure, tu disais que Georges était actuellement au CIBOM dans le cadre du débat d'orientation budgétaire, le CIBOM n'a pas l'intention de... Ah, le CIBOM va certainement augmenter. Bon. Non, c'est pas le CIBOM, c'est nous. Alors, attendez, il faut que vous compreniez le mécanisme. La contribution fiscalisée, les 420 000 euros cette année qui pèsent pour les compétences réalisées par le CIBOM, on les met dans la contribution fiscalisée, c'est-à-dire qu'on décide de les mettre dans la fiscalité. Donc, cette fiscalité, elle va représenter un taux. Voilà. Donc, si on met la totalité des 420 000 dans la contribution, le taux va être plus important. Qui nous permet, par ailleurs, de nous capitaliser l'excédent. Tu comprends ce que je veux dire? On aurait pu avoir le choix, comme on a pu l'avoir déjà fait, baisser les taux. Mais bon, voilà, ça a fait... Moi, je prends de mon avis, taxe foncière. J'ai les taux communes, intersyndicats, métropole. C'est ça. Et GEMAPI. Oui, c'est ça. Et taxe d'enlèvement d'ordures ménagères. Et le code d'ordures ménagères. Tout à fait. Oui, c'est ça. Et les augmentations seront clairement définies. La question n'était pas celle-là. La question est de dire, est-ce que dans le DOM du CIBOM, il y a une augmentation de la fiscalité non, parce qu'ils ne votent pas les taux. Les taux sont issus de la contribution fiscalisée qu'on met. Voilà. Le CIBOM a les mêmes. Donc si on veut baisser la contribution fiscalisée, il faut qu'on le mette nous en participation, mais ce n'est pas le choix qui a été fait aujourd'hui. L'exemple que je peux donner sur les 3,5% sur les femmes de service, c'est 10 fois les nôtres. Ça va être compliqué en fait. Les aides à domicile, aussi donc ça va peser. Voilà, donc là, tu dois donner un appartement, donne-nous une villa. Donc l'autre villa. Et la villa, bon, mais je ne vous redonne pas les chiffres, ça ferait 136 € d'augmentation. An, hein, bien sûr. Pardon. Oui, je précise. C'est pas moi qui fais la même. C'est pas moi, c'est pas la même. Oui, c'est ça, ouais. Ça fait ce qui n'est pas insignifiant. Non, mais c'est pour ça que je dis c'est important que Régis, il a raison, je soulève ce problème. Parce que c'est le seul qui est là, qui va le payer. Voilà. Plus intéressé de payer cette taxe à CRU plutôt que de voir la population grandir, qu'on construise des parkings, qu'on construise des écoles, et c'est encore les propriétaires qui vont payer. Donc à un moment donné, Tu te prononces
remboursera, puisqu'aujourd'hui, on est sûr que pendant 5 ans, si on n'a pas cette augmentation, on ne paye pas cette taxe. Oui, La commune, d'accord. elle ne s'agrandit pas qu'avec les locataires des logements sociaux. Mais- Tu construis Non, mais une c'est villa, la, c'est la loi SRU. tu J'ai pas dit- contribues aux 25%. Aussi, tout à fait. De l'augmentation. Mais si on la paye pas, cette loi SRU, si on se met pas sur la loi SRU, Tu payes 100 000 euros et tu à gères 100 000 euros, on a fait un résultat de 613 000 euros. Et le préfet, Et le préfet après prend la main, attention, de payer la GOD, ils ont payé, la GOD, ils ont été forcés, le préfet a pris la main et il a lui ordonné les permis, construit, changé le PLU pour faire certains trucs. Non, c'est pas C'est pas extrême, c'est ça. Mais on Et Régis, à aujourd'hui, il y a quand même un besoin pour pas mal de gens du Non, parce que le problème, c'est que la situation faut l'avouer, économique quoi. aujourd'hui, Aujourd'hui, tu vas dans les logements, ta grand-mère est liée, parce que le le voisin de problème, Suzanne qui prend le logement, aujourd'hui, il de moins traverse en moins 95% des enfants de professionnels familles de 20 de des l'immobilier, des familles de l'art, Non, mais après, ils ont libéré des appartements aussi. le taux d'acquisition va baisser de 10%. Ah, aujourd'hui, on n'a pas de moins, mais ouais. pouvoir de Non, remplir. 10%, c'est quand même. Non, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y a un problème quelque part. Il y a un problème, bien sûr qu'il y a un problème. Et ça ne permet pas aux Oui. Mais il y en a de plus en plus de monde, et puis c'est les propriétaires qui payent pour agrandir l'école, pour agrandir le parking, pour agrandir tout. Et Donc à après, un moment ce donné, sera ça. le dernier chiffre que je vous donne. Quand on parlait tout à l'heure, Même si il risque de prendre la main, mais aujourd'hui, les intérêts c'est 125 000 euros, le capital 351 000 euros, ce qui fait 476 000 ouais, mais euros c'est un vaccin, il y a plein de communes qui de sont dette. loin de la loi SRU. Remboursement que l'on a par rapport aux 555 000 euros que je vous ai donné tout à l'heure, c'est-à-dire que nous avons un solde encore positif de 80 000 euros. Et ceux qui instruisent. Donc qui nous permettent encore d'amortir 80 000 euros, c'est encore Ça approche le logement. Moi, je vois des bagarres dans le village. Donc, c'est le dernier chiffre que je voulais vous donner. Valérie, on a oublié de vous citer. Vous avez deux chiffres intéressants. Si l'on prenait le chiffre qui est calculé pour combien d'années il faudrait pour rembourser la totalité de la dette, à la base, il est inférieur à 7. La moyenne, il ne faut pas dépasser 12 ans. Les 7 ans, ça ne peut pas dépasser. Mais surtout, il y a deux seuls indicateurs. Les indicateurs qui sont calculés par la DGFiP ou quoi, où on doit être à 1 ou inférieur à 1. Et c'est le cas de notre commune qui démontre notre bonne santé financière. On est dans les deux cas dans la fourchette nécessaire. Au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, oui, on est dans ce critère-là. Et pour vous donner le dernier point, pour aujourd'hui, c'est les deux derniers slides. Regardez quand même, avec tous les investissements que l'on a fait, de 2018 à 2023, la baisse de l'annuité de la dette avec le CIBOM Val-de-Banquière, mais surtout le dernier complet. Regardez, aujourd'hui en 2023, on est encore de masse. Et le compte administratif permet de dégager un excédent brut de fonctionnement de 1 364 K euros, générant une capacité d'autofinancement d'1 240 000 euros. Et les gros chantiers à l'étude, aujourd'hui, devraient être absorbés par là. Je voulais vous annoncer aussi qu'on est en phase finale et que je vais réunir pour présenter la commission, ce qu'on appelle le programmiste. On est arrivé à peu près à la finalisation du programme des écoles avec le réseau de chaleur extérieur et tout. Et c'est pour ça que je ne peux pas vous répondre sur des chiffres encore. On améliore, ça sera de l'ordre de 6-7 millions d'euros. Et le concours d'architecte sera lancé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour réaliser ça, pour un dépouillement et lancer d'une consultation d'un projet retenu dans le dernier trimestre. Voilà, mesdames et messieurs, l'état que l'on devait vous présenter, et donc je vous engage à prendre acte. Quelqu'un et ce n'est pas un vote, à prendre acte que le débat, et M. Liez l'a revendiqué tout au long du débat, que le débat est un débat instructif et constructif. tout à fait. Que le débat, non, Et je voudrais dire peut-être pédagogique. que le débat est oui.
Voilà, merci à tous et donc je ferme le conseil.